d'abord, je voudrais remercier Jean-Jacques Hublin de m'avoir invité à ce colloque, en hommage à Yves Coppens, à qui je dois beaucoup. Aussi, je voudrais commencer cette intervention par une note personnelle à son encontre. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1973 à Fort-Lamy, qui maintenant s'appelle N'Djamena. À l'époque, je faisais un break dans mes études et pour des raisons personnelles, j'étais à l'université du Tchad, coopérante pour 2 ans en tant qu'assistante à l'université. Ce fut une brève rencontre, et je ne me souviens pas de la teneur exacte de nos propos, de notre conversation. Je me souviens en revanche très bien qu'à l'issue de celle-ci, Yves me dit « Quand vous rentrerez à Paris, venez me voir à mon bureau au Musée de l'Homme ». Ce que je fis évidemment dès que je rentrais à l'hiver, l'automne de 1974. Je voulais faire une thèse, mais je ne savais pas exactement sur quoi je voulais la faire. La seule chose que je savais, c'est que je voulais la faire sur le très ancien et en Afrique. Et à ma très grande surprise, au cours de cette conversation, Yves me dit non seulement qu'il m'invitait à rejoindre l'équipe qu'il dirigeait avec Maurice Tayeb et Donald Johnson dans la phare éthiopien, et d'autre part qu'il souhaitait être mon directeur de thèse. Alors je dis oui à tout, sans très bien savoir ce qui allait se passer par la suite. En fait, cette proposition a été capitale pour moi et elle a décidé de l'ensemble de ma carrière par la suite. C'est ce qui est. Cela étant, entre la phare éthiopien où je suis allée en 1974, l'année de la découverte de Lucie, et en 1976, l'année où on a découvert les premiers outils taillés, les plus vieux outils taillés à l'époque, et la création en 1994 du West Turkana Archaeological Project, alias WITAP, il s'est écoulé 20 années pendant lesquelles, bien évidemment, un certain nombre d'événements se déroulèrent. Tout d'abord, je fis ma thèse, je soutenu ma thèse en 1979, dont Yves fut effectivement le co-directeur avec Jacques Tixier. En 1981, j'intégrai le CNRS. Et Yves fut mon parrain de recherche. Et de 83 à 88, il y a eu la première fouille au Kenya du site HLE d'Isenia, qu'il vint visiter en 1985. Et enfin, en 87, 88 et 91, mes premiers terrains au Turkana avec Richard Liquet, à qui je dois beaucoup également, puisque c'est lui qui m'a offert l'Ouest Turkana. Les 3 premières missions que je fis à ce moment-là, de 87 à 91, se firent sous l'égide des National Museum of Kenya, NMK. Dans le volume 1 de l'Histoire générale de l'Afrique, publié par l'UNESCO en 1980, sans doute rédigé un an ou 2 auparavant, je pense en 78, je crois, il était écrit « On peut dire qu'avec ces découvertes dans le bassin pléistocène du lac Turkana, l'âge des premiers outils a été repoussé à plus de 2,5 millions d'années, sans doute 3 millions d'années, allongeant de près d'1 million d'années l'âge des plus anciennes industries connues jusqu'alors. Rien de tangible ne permettait, à cette époque, d'étayer cette envolée pleine d'anticipation optimiste. Je dirais même plus qu'au contraire, il a tous insisté à la prudence, car pour ce qui était du bassin du Turkana, certes, il y avait des industries de l'homo datant à 2,3 à 2,4 millions d'années, mais on était alors en pleine controverse autour de l'âge du tuf KBS. À la fin de la controverse, la date retenue fut de 1,8 million, plus tard redatée à 1,89 million, et non pas à 2,5 millions, et encore moins à 3 millions comme il était alors écrit dans cette phrase. Mais force est de constater que son auteur n'avait que 30 ans d'avance, puisqu'au début des années 2010, un site de plus de 3 millions d'années était mis au jour dans le bassin du Turkana. Vous aurez compris que l'auteur de cette envolée lyrique mais prédictive n'était autre que Yves Coppens. Voilà.
Bon, venons-en maintenant à ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, tout au long du XXe siècle, il a été conventionnellement admis que fabriquer des outils de pierre et chasser et consommer de la viande était le fait du seul genre homo. Cette vision des choses a commencé à être remise en question au début du XXe siècle sur la base d'avancées dans plusieurs domaines de recherche, y compris sur le terrain, comme vous l'avez déjà vu et compris grâce aux communications précédentes. Ainsi, en 2010, l'annonce de la découverte à Dikika, dans la phare éthiopien, de quelques ossements porteurs de traces faites par des objets coupants fit grand bruit, essentiellement de par son âge, 3,39 millions d'années. En effet, cela signifiait que des homininés pouvaient avoir utilisé, si ce n'est taillé, des objets coupants pour décharner ces os, et cela 800 000 ans avant ce que l'on pensait être les plus anciens outils taillés connus alors, ceux de Hadar et de Gona, vieux de 2,6 millions d'années, et tout proche géographiquement de Kika. Pour ce qui était de l'Ouest Turkana, avec le Witap, nous n'avions jusqu'en 1910 travaillé que dans le Pléistocène de la formation de Natchukui. Notre objectif était de documenter le plus abondamment possible la période autour de 2,3 millions d'années pour l'Oldowaya ancien, puis celle comprise entre 1,9 et 1,8 pour l'Oldowaya dit classique, et enfin à partir de 1,3 million d'années pour l'Acheléen. Les guillemets sont là pour signifier qu'il s'agit d'industries d'âge acheléen, mais sans biface, de moins in situ. Dans les sites du West Turkana, qu'on a fouillés à partir de 1,3 million, il n'y a pas de biface en place. Je rappellerai pour mémoire la présence dans la formation de Natchukui d'un des plus vieux sites acheléens actuellement connus, KS4, Kokisale 4, daté de 1,75 million d'années, qui a livré un matériel extraordinaire, mais qui reste unique dans la formation. En 2011, Sonia Armand, qui allait prendre la direction du WITAP l'année suivante, reçut une allocation de recherche de la Fondation Thyssen, avec pour objectif de prospecter dans les niveaux fin Pliocène de la formation de Natchukui. Ces prospections furent couronnées de succès et conduisirent à la découverte du site de Lomekwi 3, dont je vais vous montrer quelques images, avant de rappeler les principales caractéristiques du matériel lithique collecté in situ et en surface. Donc, la découverte de Lomekwi 3, c'était le jour même ou le lendemain de la découverte, ça je pense, avec Sami Lokorodi au premier plan, qui est celui qui est le Turkana, qui a trouvé les premiers gros outils. Voilà, alors la première tranchée et le premier nucléus in situ. On a continué à fouiller en 2012. Les outils qui sortaient continuent à sortir. Voilà. Et la fouille continue toujours, c'est pas terminé. La fouille de Lomekwi continue toujours. Mais ça avance très lentement parce qu'il y a beaucoup de morts terrain, comme vous pouvez le voir au-dessus. Et donc, il faut enlever tout ce terrain, toute cette terre. C'est un peu compliqué. En 2015, on a sorti enfin le papier dans Nature, annonçant la découverte. Je ne parlerai pas des polémiques qui s'en sont suivies sur la position des artefacts in situ, mais je peux vous assurer que cette industrie est profondément incluse dans les sédiments pliocènes. Le matériel, quant à lui, est différent de ce que l'on connaissait jusqu'alors. Alors, tout d'abord par les dimensions. Nettement supérieures à celles des sites plus récents, les dimensions moyennes des nucléus de Lomekwi 3 font qu'ils sont en effet 2 à 3 fois plus volumineux que ceux des sites oldowayens anciens, et cela est particulièrement vrai pour ce qui est de l'épaisseur des objets. Alors, différents par les dimensions et aussi par les techniques de taille mises en œuvre, qui sont sans aucun doute à corréler avec ces volumes quelque peu hors normes. Il a en effet démontré par l'analyse technologique couplée à de l'expérimentation que 2 techniques ont été utilisées à l'Homme 3. La percussion directe
sur percuteur dormant, qui implique un bloc assez épais, inerte et stable sur lequel on frappe le bloc à démiter. La percussion bipolaire sur enclume, on frappe à l'aide d'un percuteur le bloc à débiter qui repose sur un bloc servant d'enclume. Respectivement, 42 et 37% des nucléus de l'Omekwi ont été taillés avec ces deux certitudes selon ces deux techniques, qui laissent chacune laissant des stigmates bien particuliers, bien différents. On ne peut pas exclure totalement la percussion directe à main libre pour les pièces les moins volumineuses, mais ces techniques n'étaient à l'évidence pas adaptées au gros volume auquel on a affaire à l'Omeg 3. Les éclats présents, quant à eux, sont de dimensions variées, le plus grand atteignant une vingtaine de centimètres de long. À côté des nucléus et des éclats récoltés in situ et en surface à l'Omeg 3, se trouvent une quinzaine d'objets relevant du matériel de percussion. 7 objets volumineux, de poids moyen 6,5 kg et de poids maximum 15 kg, peuvent être considérés comme des enclumes ou à tout le moins comme des éléments passifs. Certains portent des traces de martelage ou des fractures angulaires typiques sur les bords, identiques à ce que l'on trouve sur le matériel expérimental et sur les enclumes archéologiques de sites de l'Oïen plus récents. 7 autres de dimensions plus modestes sont considérés comme des percuteurs. L'approvisionnement en matières premières très local, très local dans les lits des rivières proches, ne devait pas être quant à lui être un problème. Elle se présente sous forme de galets et de blocs de toutes dimensions, mais le choix s'est porté sur les plus volumineux d'entre eux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était grâce à l'étude de l'analyse technologique et l'expérimentation qu'on a menée qu'on a pu mettre en évidence les deux techniques mises en œuvre à l'Omekwi 3. Vous avez les éléments archéologiques et des éléments expérimentaux côte à côte là. On peut dire que le matériel de l'Omekwi 3 forme un ensemble exceptionnel par son âge et par son contenu. C'est pourquoi nous avons proposé, pour les différencier de l'Oldoéen qui le suit, de créer le terme de l'Omekwien, qui pouvait être donc potentiellement l'auteur pouvait en être l'auteur potentiellement. Plusieurs hypothèses sont possibles, qui ne peuvent que reposer que sur les espèces fossiles connues à cette période dans le bassin du Turkana et au-delà en Afrique orientale. La plus proche est Kenotropus platyops, trouvée à la fin des années 90 dans la même zone de recherche que l'Omekwi 3 et dans le même membre sédimentaire de la formation de Nachukui. Australopithecus afarensis, auquel Kenotropus platyops est parfois apparenté, mais on a vu que ce n'est pas l'avis de tout le monde, est également du même âge, mais essentiellement présent dans l'afar éthiopien. À Dikika, les os portant des traces de découpe ont été trouvés dans la même zone qu'un juvénile de cette espèce fossile. Enfin, on ne peut exclure encore qu'une autre espèce encore inconnue du genre Australopithèque ou d'un autre genre ne soit pas ses premières ailleurs. Comme vous avez vu, Lucie n'était pas seule, effectivement, il y avait du monde à cette époque-ci. Toutefois, en l'état actuel des recherches, il est certain que l'Omekwi 3 se situe près d'1 million d'années avant l'apparition du genre Homo dans le bassin du Turkana et 500 000 ans avant celle-ci dans l'afar éthiopien, ce qui concerne du moins dans l'état actuel de nos connaissances que l'on ne peut plus associer l'apparition de l'outillage lithique à celle de notre genre. Quelle autre information ou hypothèse peut-on tirer de ces découvertes et bien sur quelles questions engendrent-elles? La première question, semble-t-il, qui vient à l'esprit est pourquoi les hominidés du Pliocène ont-ils commencé à tailler la pierre? Car il ne faut pas s'y tromper. Si à l'Omekwi 3, il y a du matériel de percussion, ils ont surtout taillé des blocs de pierre dure. Dans quel but? Certainement pour obtenir des éclats, c'est-à-dire des objets coupants, tranchants. Or, la fonction coupante n'existe pas ou très peu dans la nature. Pardon, excusez-moi. La deuxième question pourrait être comment ce comportement est-il apparu? Première hypothèse, peut-être a-t-il découvert la vertu coupante d'un éclat détaché non intentionnellement, par hasard, un peu par hasard.
À partir de là, en détacher intentionnellement un plus grand nombre leur donne la possibilité de renouveler à l'infini cette fonction qui leur sera très précieuse pour leur alimentation, notamment carnée, mais pas seulement. On voit de suite l'avantage qu'ils peuvent en tirer si on estime, comme ces nombreux modèles le font, qu'ils sont en compétition avec des charognards pour accéder aux carcasses et même avec les carnivores eux-mêmes. Troisième question, comment sont-ils passés de l'éclat produit non intentionnellement à la taille intentionnelle des blocs de roche dure? Ils possédaient vraisemblablement les gestes. Il est en effet difficile de penser que les chimpanzés savent manier percuteurs et enclumes pour casser des noix à coque dure et que les homininés, ancêtres de l'homme, même il y a plus de 3 millions d'années, ne possédaient pas ce savoir-faire. Or, la technique de taille dite bipolaire sur enclume attestée à l'homme écrit 3 n'est rien d'autre que le même geste que celui du cassage de noix. Il suffit de remplacer la noix par un bloc à tailler. Par ailleurs, l'autre technique mise en œuvre à l'homme 3, la percussion directe sur percuteur dormant, est des plus simples à réaliser. Je parle d'expérience, et plus le bloc est volumineux et lourd, et plus l'inertie joue. Bien sûr, ce savoir-faire ne s'est pas construit en un jour, d'autant que par exemple, on sait que les mères chimpanzés n'enseignent pas à leurs petits comment on casse les noix. Ceux-ci doivent apprendre par eux-mêmes, par observation, puis par essai et erreur. Or, la taille des roches dures, même au niveau du loméquien, requiert d'autres savoir-faire beaucoup plus demandeurs sur le plan des habiletés impliquées dans cette action. Les premières productions d'outils de pierre fabriqués par les lointains ancêtres de l'homme marquent donc le début de stratégies comportementales innovantes qui vont, entre autres, transformer le système social et la culture des hominidés par le développement de la technologie et l'apprentissage social d'habiletés nouvelles qu'il implique. Alors, je vous ai mis cette photo d'un capucin parce que c'est un peu pour évoquer le fait que les matériaux utilisés à l'Oméquy sont très importants, sont très volumineux. On pourrait penser que qu'il nécessitait des homininés grands et forts. Or, ces petits capucins sont capables de soulever des pierres et de les projeter et de casser des noix avec des pierres qui sont presque plus lourdes qu'eux. Donc je pense que ça ouvre des perspectives sur les possibilités des homininés du Pliocène. Voilà. Merci. Thank you.